Épisode hors-jeu dédié au film Dune 2, la critique. Ce coup-ci, c'est vrai. Voilà. Parce que comme on l'avait dit dans notre description, en fait, on ne s'interdit pas de faire du hors-sujet jeu. Et Donc, en particulier, c'est pour ça qu'on n'a pas ni de ludique ni de recette dans le titre de notre chaîne. Exactement. Donc là, on va faire une review plein de spoilers. Donc Ouais. si vous ne voulez pas ça, Voilà. revenez. C'est analyse et critique du film Dune 2 de Denis Villeneuve. Si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, il faut s'arrêter tout de suite. The Incredible. J'ai vu tous les films de Denis Villeneuve depuis 2013, c'est-à-dire Prisoners, Ennemi, Sicario, Arrival, qui est Premier Contact en français, Blade Runner 2049, premier Dune, deuxième Dune. Et on va vous parler d'abord de l'histoire de ce film. Alors, et en particulier des choix scénaristiques qu'a fait le scénariste, c'est généralement le cas, par rapport au livre. Alors déjà, pour l'histoire, si vous voulez avoir tout un contexte, on a fait toute une vidéo qui raconte l'histoire. Moi, qui m'a grandement aidé quand j'ai vu ce film-là. Oui, on va faire un lien dans la description. Donc les choix scénaristiques par rapport au livre, déjà, c'est des choix de caractérisation un peu différents autour des personnages. Il y a Paul, Chani, Jessica Stilgar. En toile de fond dans le film, vous avez une opposition entre l'intégrisme et la raison. L'intégrisme va être incarné par Stilgar, qui croit au Messie qui serait Paul, mais par une religion qui a été implantée par le Bene Gesserit sur plein de planètes. C'est ce qu'on appelle la Missionera Protectiva, ce qui a été rappelé dans le premier film et puis dans le deuxième, puisque Paul se bat contre ça en disant ce sont des histoires, c'est pas une vraie prophétie en fait. Et puis de l'autre côté, vous avez la raison qui est incarnée par Chani, qui elle veut se battre, mais nie en fait ses croyances qui sont là pour manipuler le peuple. Et en fait, vous avez une opposition, donc Chani, Stilgar. Au milieu de tout ça, vous avez Jessica, qui est du Bene Gesserit et qui va devenir la révérende mère des Fremen et qui va se servir de la religion, malgré la volonté de Paul, pour propager cette croyance que Paul est le Messie, pour protéger Paul, pour protéger sa descendance. Elle est enceinte d'Alia, qui est jouée par l'actrice qui joue dans Le Jeu de la Reine, qui joue toujours des rôles... Anna Taylor-Joy. Oui, et qui joue toujours des rôles de personnages assez spéciaux, assez différents d'une... C'est pas la petite fille ordinaire, quoi, ou la femme ordinaire. Vous avez donc Chani est un personnage fort qui incarne la raison, et vous avez Paul au milieu de tout ça, qui lutte un peu contre son destin, qui est tiraillé, qui finalement n'a pas autant de vision que dans le livre, où dans le livre, il va avoir des visions d'anéantissement de Dune qui vont l'amener à boire l'eau de la vie pour voir mieux l'avenir et essayer de s'en sortir. Je vais commencer par l'histoire. Donc l'histoire, le film reprend exactement là où le premier se termine, c'est-à-dire Paul retrouve refuge parmi les Fremen après avoir tué Jamis. Il transporte le corps jusqu'au Sitch Tabre, qui est le Sitch de Stilgar. Et il y a une controverse pour savoir s'il faut accepter Paul ou pas. C'est un étranger. C'est un étranger, sa mère aussi. Savoir si Paul est le Messie qu'ils attendent tous. Et Jessica devient la révérende mère du Sitch en prenant... Parce qu'il y a une Bene Gesserit qui était leur révérende mère. Elle débloque par là la mémoire ancestrale en buvant de l'eau de la vie. C'est le rite de passage des révérendes mères. Donc elle a accès à toutes ces mémoires ancestrales. C'est l'apanage des Bene Gesserit. Et globalement, ce qui se passe, je vais le résumer, c'est pas Flampire. C'est que globalement, Paul devient une espèce de leader des Fremen. Leader guerrier. Leader guerrier des Fremen. En tout cas, dans le livre, un peu moins dans le film. S'attaque à la production d'épices, met à mal Rabban Harkonnen, qui est le neveu du baron, qui court après des fantômes, parce que les Fremen font des attaques commando. Et ils connaissent mieux le désert, ils gèrent beaucoup mieux le désert que les machins. Et ce qui provoque la colère du baron, puis plus tard de l'empereur. Le baron décide de mettre Feyd-Rautha à la place de Rabban à la tête de Dune. Feyd-Rautha fait une contre-attaque qui met à mal Paul. Paul, pour contrer les plans de Feyd-Rautha et de l'empereur, décide également de boire de l'eau de la vie, ce qui débloque complètement ses pouvoirs de
préscience et lui indique le chemin à suivre pour gagner la guerre contre l'empereur. Il attire l'empereur sur Dune. Parce que pour connaître le futur, il faut connaître le passé. Oui, c'est un petit peu ce qui est dit dans le film. C'est pas exactement ce qui est dit dans le livre. Je reviendrai là-dessus. Et lance une attaque contre l'empereur qui est arrivé sur Dune et rase tout à grands coups de verre des sables. Provoque en duel l'empereur qui le nomme Feyd-Rautha comme champion, enfin Feyd-Rautha se porte volontaire, tue Feyd-Rautha suite à un duel et propose d'épouser Irulan qui est la fille de l'empereur pour devenir empereur à la place de l'empereur. Fin. Les maisons... Ah, t'étais rapidement à la fin, c'était pac. Oui, c'est globalement paf l'Empire. Alors le film dure 2h46. On va revenir sur les choix qu'ont fait Denis Villeneuve par rapport au livre et un petit peu... ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Ouais, exactement. Juste pour terminer sur l'histoire, ça appelle potentiellement un troisième, bien que Dune puisse... Le livre s'arrête à la fin du deuxième film. Le troisième, le Messie de Dune, est arrivé bien après. Et le troisième livre, le Messie de Dune, se passe 14 ans plus tard. Okay. Après un djihad qui a eu lieu à travers toute la galaxie, où les Fremen ont déferlé sur la galaxie pour combattre au nom de Paul et imposer Paul en tant qu'empereur. Donc milliards de morts à travers toute la galaxie, ce qu'avait bien prédit Paul dans ses visions de préscience. On va parler des choix scénaristiques du film par rapport au livre, et éventuellement des choix de ce film par rapport au premier film de David Lynch, qui date de 1984 de mémoire. Ouais. Donc, qui était un film pour faire deux. Là, c'est deux films pour la même histoire. Oui, c'est globalement 4 fois moins de temps. Parce que le film est plus court qu'un des deux films de donc, du coup, là, dans celui-là, il y a eu plus de temps de respirer. Plus de temps de respirer et l'intrigue va être beaucoup plus complexe. Donc déjà, il y a une caractérisation des personnages qui est un petit peu différente. On peut parler des femmes, Chani et Jessica. Chani va incarner la voix de la raison. Globalement, en toile de fond dans ce film, c'est intégrisme contre raison. L'intégrisme va être peint par Stilgar de manière un petit peu burlesque. Stilgar est un personnage qui est presque amusant dans ce film. Il va y avoir des répliques du style Paul dit qu'il n'est pas le Messie, il est tellement modeste qu'il le dit, donc c'est le Messie. Et c'est clairement la salle rit à ce moment-là. Oui, et c'est un peu comment les fanatiques ou les gens qui sont dans des... Même dans le complotisme. Dans le complotisme, c'est ça. Ah, ils le disent, donc ça doit être pas... Tout ce qu'on dit contre, qui pour abattre leur complot, les renforce dans leur complotisme. Ouais, donc c'est un peu ça le terme sous-jacent. Tout à fait. Chani, à l'inverse, va incarner la raison et un personnage du Nord. Il y a une opposition Nord-Sud qui n'existe pas du tout dans le livre. Où au Nord, c'est des gens qui vont être raisonnables et au Sud, justement, beaucoup plus portés sur la religion et cette croyance dans le Messie, en sachant que cette croyance a été implantée par le Bene Gesserit, par ce qu'on appelle la Missionara Protectiva, pour protéger la femme et l'enfant qui seraient... Globalement, les Bene Gesserit ont des dons de préscience légers liés à la prise d'épices. Et on prédit qu'à un moment donné, dans l'histoire, une femme et son enfant auront besoin d'être accueillis sur une planète. Et donc, on a implanté un petit peu partout cette prophétie et cette religion. Et Paul est bien au courant de ça, Jessica aussi, et Chani défend pendant tout le film le fait que la religion est une histoire, mais globalement, qui est faite pour contrôler les masses. Et effectivement, Stilgar est à genoux devant Paul, la plupart des gens sont à genoux devant le port, et Jessica, qui elle est au courant, va se servir de ça pour forcer la protection de Paul par les Fremen. Et pousser que la prophétie se réalise parce qu'elle est là, elle le fait, quoi. Ouais. Et alors, cette thématique-là de la religion, qui est en fait une implantation totalement artificielle par les Bene Gesserit, n'a pas du tout été traitée dans le film de David Lynch. Dans le film de David Lynch, on vous dit qu'il y a une prophétie. La prophétie se réalise, à la fin, il pleut sur Dune, par le miracle de la pensée de Paul. Et à aucun moment, on parle du pouvoir de la religion et du fait que c'est une création artificielle. En fait, globalement, quel que soit le film et le livre
le sujet central, c'est le pouvoir et la corruption du pouvoir. Là, dans ce film-là, le pouvoir passe aussi par la religion. Donc Jessica se sert de ça. Vous avez au milieu Paul, qui va, je trouve, avoir un rôle qui est presque similaire à celui d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, le comparatif Aragorn dans le film par rapport à Aragorn dans le livre. Dans le livre, Aragorn, c'est quelqu'un de charismatique qui est très affirmé, et au moment où il y a les chevaliers Éomer qui s'opposent à lui du Rohan, il va dire « celui qui me barre le passage ne prendra pas de petit déjeuner demain matin ». Il est très assertif. Dans le film, il est très effacé, et il va être dans le doute, et va essayer de lutter contre son destin de roi. En fait. Ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que Paul va tout de suite dire aux Fremen « non, je ne suis pas le Messie ». Jessica, quand elle boit de l'eau de la vie, en fait, c'est pas parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'elle va y arriver, c'est parce qu'elle est Bene Gesserit et elle peut métaboliser le poison. Il va essayer de désamorcer en fait les croyances, et il se bat contre sa mère, et il va s'opposer à Stilgar sur cette croyance. Il va essayer de rationaliser tout ce qui se passe et d'expliquer tout ce qui se passe. Tout à fait. Donc d'être dans le grand chenille, on va dire. Et alors ça, c'est un thème qui est dans le livre, mais qui est exacerbé dans le film, c'est qu'effectivement, il a la vision de milliards de morts qui sont d'un djihad. Alors, Denis Villeneuve j'avais lu une interview, il ne voulait pas utiliser explicitement le mot djihad dans son film, rapport à la période actuelle et à des polémiques. C'est un terme qui est vraiment utilisé dans le livre. En fait, globalement, dans le livre qui a été écrit en 65, je le rappelle, Frank Herbert s'oppose aussi à une espèce de vision dominante du blanc européen par rapport à un colonialisme. Et Paul a cette vision du djihad qui est faite en son nom et ne veut pas que autant de sang coule en son nom, et va tout faire pour empêcher ça. Alors, pour info, djihad, ça veut juste dire guerre religieuse. Oui, guerre sainte. Guerre sainte, c'est Il pas... Il n'y a pas de... C'est pas péjoratif. Et les Fremen, à la base, d'un point de vue histoire, sont basés sur les Bédouins. Bédouins, donc c'est pour ça qu'il a utilisé ces termes-là dans le livre. Oui. Autre chose, Alia, qui est en fait la sœur de Paul. Qui est dans le ventre. Qui est dans le ventre de Jessica. Alors, Jessica, ils lui font jouer un rôle où elle est quasiment... On a l'impression qu'elle est possédée, en fait. Presque par Alia, parce qu'elle n'arrête pas de lui parler. Ça fait un peu écho à un film d'horreur type Rosemary's Baby. Et là, j'ai lu tous les tomes de Dune. Ça fait écho en fait aux Enfants de Dune, donc qui est le 4e tome, où en fait Alia, parce que Jessica a bu l'eau de la vie alors que Alia était dans le ventre de sa mère. Normalement, il ne faut pas faire ça. Normalement, il ne faut pas faire ça parce que ça donne lieu à une abomination, c'est-à-dire que Alia, quand elle s'éveille à la conscience, dans le ventre de sa mère, a toutes les mémoires ancestrales et devient complètement schizophrène et possédée par ses mémoires passées. Et en fait, Alia est possédée par le baron Harkonnen, qui, je le rappelle, est le père de Jessica et donc son grand-père. Et Alia devient, entre guillemets, la méchante et devient la Harkonnen des enfants de Dune. Et là, on a l'impression que Jessica, par l'entremise d'Alia dans son ventre, a une forme de possession. Elle est malveillante. On a l'impression qu'elle est... Alors, elle n'est pas malveillante envers Paul, mais on sent que ce n'est pas un personnage bienveillant. Voilà, ce qu'a dit Denis Villeneuve dans plusieurs interviews, c'est qu'il a écrit les films en se basant sur tous les livres qui venaient après. Donc, il a écrit avec la vision de tout ça que Frank Herbert n'avait pas quand il a écrit, parce qu'il ne les avait pas écrits. Tout à fait. Oui, surtout que Frank Herbert avait la vision des 3 premiers tomes dès le départ, mais Les Enfants de Dune ont vraiment été rajoutés. C'est un livre qui a été rajouté par la suite. Tufi Rawat est no-show dans ce film. Alors qu'il a survécu à la bataille d'Arakin, à l'extermination des Atreides, et soumis au Harkonnen. En interview, Denis Villeneuve a dit je suis très triste parce que c'était un personnage dont il était qu'il valorisait beaucoup, mais il a fallu faire des choix. Ouais, c'est la Watt qu'il préférait. C'est pas la Watt qu'il préfère. Donc, Alia naît en fait peu de temps après l'ingurgitation de l'eau de la vie par Jessica, ce qui n'est pas du coup tout le cas dans le film. Dans le film, elle n'est pas encore née. Elle n'est pas encore née, et en particulier dans le livre, c'est elle qui va tuer le baron à la fin. D'accord. Mais elle a 3-4 ans. En fait, il se passe beaucoup plus de temps dans le livre, sur Dune et dans les actions de guérilla, que dans le... Parce que là, concrètement, vu qu'elle est enceinte
et il se passe que 9 mois maximum, 8 mois maximum, parce qu'elle n'a pas couché. Oui, et en fait, c'est à l'inverse, c'est que l'eau de la vie, dans le livre, précipite la naissance d'Alia. D'accord. Qui est non seulement une prématurée, une abomination au sens Bene Gesserit du terme. Et d'ailleurs, quand... Prolo a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Il y a des indices, effectivement, dans le film, puisque les Bene Gesserit parlent d'une erreur d'avoir fait boire l'eau de la vie à Jessica, parce qu'ils ignoraient qu'elle était enceinte. Alors, on a parlé, il y a cette opposition nord-sud qu'il y a dans le film, qu'il n'y a pas du tout dans le livre, qui est donc opposition entre intégrisme et raison. C'était pour redonner encore plus ce message qui voulait qui était plus traité dans les enfants de Dune. Enfin, pas les enfants de Dune, le Messie de Dune, sur l'erreur du Messie. Alors, sur la Messinée. Alors non, le Messie de Dune, tu n'as pas lu, mais c'est pas du tout ça. C'est ce que j'ai lu dans une interview. Et d'après ce que Denis Villeneuve a dit, il a dit que le Messie de Dune, il a été écrit parce que Frank Herbert, il n'avait pas aimé comment les gens avaient adoré le fait que ce soit un Messie qui avait sauvé tout le monde. Et du coup, il a écrit ça pour tempérer et dire que non, c'est pas bien d'avoir un Messie. Oui, mais en fait, Paul devient, c'est 14 ans plus tard, et Paul est devenu un vrai despote. Voilà, donc c'est devenu un vrai tyran, et c'est en ça, même dans la deuxième partie de Dune, ce qui n'est pas le cas dans le film, mais dans le livre, on sent bien qu'il est en train de basculer, que le pouvoir le corrompt, et qu'il est conçu à la fois le pouvoir et la vengeance. Sa situation sur Dune et le massacre de sa famille le font quitter les valeurs des Atréides, où il va typiquement... Parce que les Atréides, c'est les gentils. Il va regretter à un moment donné de la perte de matériel alors qu'il y a eu des morts, et c'est Gurney Halleck qui va lui dire, mais depuis quand, enfin en tout cas va penser, depuis quand les Atreides valorisent plus le matériel que les hommes. Et c'est introduit de manière légère quand Jessica dit à Paul dans le film, ton père ne croyait pas à la vengeance, et Paul lui répond, bah moi j'y crois. Voilà. Il quitte les valeurs familiales. Parce que voilà, ouais. Choix qui a été fait et très discutable, c'est le fait que Feyd-Rautha, le neveu du baron Harkonnen, puisse passer le test du Gom Jabbar. Ça n'existe pas dans le livre. Gom Jabbar, c'est quand il met la main dans le truc et qui fait pour faire s'il a mal. En fait, pour distinguer l'homme de l'animal. Globalement, Paul est le premier homme à survivre à ce test, et parce qu'il a une formation de Bene Gesserit donnée par sa mère, et aucun homme ne survit à ça. Et c'est pas juste quelqu'un qui serre les dents qui peut survivre à ça. Donc ça, c'est un choix où, effectivement, toute la scène sur Didi Prime a lieu dans le livre où le baron essaye de tuer, enfin, n'exclut pas le fait de tuer son neveu, et une guerre de pouvoir entre le neveu et le baron. Là, toute la scène qui est faite en noir et blanc. Avec une technologie... Infravision. Infravision. Qui fait des couleurs un peu palichonnes. Moi, personnellement, je trouvais ça intéressant, juste pour donner vraiment, qu'on sache qu'on était dans un monde alien, avec un soleil noir, et ça vraiment... On comprenait... Enfin, moi, ça m'a fait comprendre qu'on était vraiment sur un autre monde. Oui, quoi. oui. Alors, dans le livre, il y a, effectivement, Feyd-Rautha est passé au crible par la comtesse de Fenring et son mari. Léa Seydoux, qui joue la comtesse de Fenring, Margot Fenring, est mariée dans le livre. Et la comtesse de Fenring, donc Léa Seydoux, le fait pour le compte de Bene Gesserit. Je rappelle que le plan des Bene Gesserit, c'était que les Atreides aient une fille et que cette fille épouse Feyd-Rautha. Et le Kwisatz Haderach devait être la génération suivante, l'enfant de Feyd-Rautha et de Paulette Atreides. Ouais. Mais là, du coup, c'est pour ça qu'elle dit j'ai fait une fille, enfin pour établir les. Oui. Alors non, elle a fait une fille de Feyd-Rautha. Oui, non, mais justement, mais du coup, c'était un peu le. Oui. Alors, en tout cas, c'est pour ça qu'en tout cas, il s'intéresse à Feyd-Rautha sur la lignée du Kwisatz Haderach. Aussi, quelque chose qui est rajouté dans le film, discutable, c'est le fait que l'aveu de la révérende mère à la fin que l'extermination de la maison des Atreides est une décision des Bene Gesserit. Non, dans le livre, c'est absolument pas mentionné. C'est une décision de l'empereur parce que le duc Leto devient trop populaire auprès du Landsraad et des autres maisons et qui veut se débarrasser d'un rival qui devient gênant et trop populaire. Alors, ce qui respecte l'histoire, c'est à peu près tout le reste. C'est la lutte de Paul contre la prophétie, avec des visions d'annihilation totale qui lui font boire l'eau de la vie, ce qui, je trouve, n'est pas suffisamment clair dans le film. Globalement, dans le livre,
il a beaucoup plus de pouvoir que ça à partir du moment où il arrive sur Dune et surtout à partir du moment où il s'enfuit d'Arrakeen. On comprend pas vraiment les pouvoirs qu'il a, à part les petites visions qu'il a, mais En fait, la fuite dans la tempête, typiquement quand il pilote l'ornithoptère dans le premier tome, dans le premier film, pardon, dans le premier film, il lâche les manettes et il se laisse aller. Dans le livre, il a une telle acuité de sens qu'il perçoit les courants à travers la cabine et navigue en se servant des courants. Donc il plane. Il plane. Non, il contrôle. Oui, non, mais justement, il plane, c'est ça que je voulais dire. Il plane, il lâche pas. Oui, il lâche pas. Il contrôle, il a des visions qui sont beaucoup plus présentes, et c'est des visions, on le voit quand même avec ces visions de Jamis, qui se réalisent ou qui se réalisent pas. Voilà, et il y a plein de what if. Il y a plein de what if, et en fait, il a une vision assez quantique, ce qui est évoqué plus dans la nouvelle traduction de Dune, où c'est un brouillard de probabilités, et il va naviguer sur ce brouillard. Par exemple, d'ailleurs, dans le premier film, on voit que c'est lui qui fait une attaque, et après, dans le deuxième film, c'est la même scène, mais c'est Chani. Enfin, parce que du coup, il avait prédit cette scène, mais finalement, c'est pas lui, c'est... Ouais. Voilà. Et globalement, là, ce que montre ce deuxième film, c'est qu'il a le même type de rêve que dans le premier film, de temps en temps. Des visions éparses, c'est beaucoup plus important dans le livre, et c'est pour stabiliser ces visions qu'il va finalement boire l'eau de la vie. Donc il y a un film à suivre. À la fin, donc Chani claque la porte, entre guillemets. La raison, en fait, quelque part le message, c'est que la raison a perdu. Chani s'en va, Paul épouse Irulan. Il y a une jalousie aussi de Chani envers Irulan et ne comprend pas la décision de Paul, alors que c'est pas du tout dans le livre. Chani comprend très bien, ils restent ensemble, et en fait Chani reste la concubine exclusive de Paul. Paul ne touchera jamais Irulan, malgré le fait que Irulan, quasiment la narratrice du livre, va écrire un livre sur Muad'Dib, et Irulan est amoureuse de Paul. Et et va élever ses enfants après la mort de Paul, après la disparition de Paul. Donc les enfants avec Chani. Parce que si elle la touche pas, Irulan. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Juste en fait, pour être sûr de comprendre. dans les enfants de Dune, Paul et Chani ont des jumeaux, Leta et Ganima. Et Leto 2 et Ganima. D'ailleurs, c'est dans le cas à la fin du Messie de Dune. Et Paul, qui devient aveugle en sauvant Chani, respecte la tradition des Fremen et va se perdre dans le désert, parce que les aveugles sont considérés comme étant des invalides qui vont être un poids pour la société. Donc c'est un peu le cimetière des éléphants, il s'enfonce dans le désert pour mourir tout seul. Donc ça, c'est globalement analyse de l'histoire, qui est donc beaucoup, beaucoup plus développée que le film de David Lynch, mais parce que Denis Villeneuve, il a le temps. Et il a 4 fois plus de temps, donc tu me développes plus. S'il avait développé moins que l'autre, ça aurait été problématique. Tout à fait, tout à fait. Alors, en termes de rythme, alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait un rythme assez inégal. Voilà, c'est ce qu'on en parlait, c'est que en gros, il lance plein de trucs et il finit pas. Et on se demande pourquoi il nous montre tous ces débuts de choses sans les finir. En fait, il y a ce problème sur beaucoup de scènes. Typiquement, Stilgar donne une épreuve à Paul de partir 15 jours tout seul dans le désert. On voit Paul s'enfoncer dans le désert. Séquence suivante, il est avec Chani, il apprend à marcher. Séquence suivante, ils sont tous ensemble dans le désert sous la tente. Où sont passés ces 15 jours tout seuls? Et il y a plein de pistes comme ça qui sont lancées, où en fait ça commence, et puis ça finit pas. Ouais, après, ce qui se passe, c'est que s'ils avaient fait toutes les versions où il reste 15 jours dans le désert, ou même ils auraient dit, même s'ils avaient fait une ellipse en marquant 15 jours plus tard, je sais pas. En fait, peut-être que le film aurait duré 8 heures de plus. Oui, alors justement, je pense que ça appelle une version longue, d'autant plus qu'à l'arrivée de Feyd-Rautha sur Dune, il y a une accélération de la continuité temporelle qui est presque incompréhensible. C'est-à-dire qu'on est, encore une fois, on reprend au début de ce film, vraiment à la suite de la fin du premier film. À partir de là, à part ces coupes qui sont étonnantes, on a une action qui est continue. Puis tout d'un coup, Feyd-Rautha arrive, Feyd-Rautha attaque le site Ch'Tabre, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop où vont les survivants, etc. Mais ils vont dans le sud, a priori. Ils vont dans le sud, mais il y a une discontinuité temporelle, puisque séquence suivante, Paul arrive tout seul pour boire l'eau de la vie. Séquence suivante, Chani arrive à bord d'un ornithoptère, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment,
où est-ce qu'elle a trouvé cet ornithoptère, etc. Et c'est très haché en termes, et c'est très accéléré d'une séquence à l'autre. Le temps s'écoule beaucoup plus rapidement. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de temps parce que l'enfant n'est pas né. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au début, je me suis dit, ah, il s'est passé un an. Après, je me suis dit, non, elle est encore enceinte. Enfin, t'as l'impression qu'il se passe un an. Globalement, sur la première moitié du film ou sur ces premiers 2 tiers du film, on est quasiment à jour le jour à des ellipses près. Et là, on a l'impression que c'est 2 semaines plus tard. Qu'on va sauter des semaines sans avoir de continuité temporelle. D'accord. Et pour moi, ça appelle une version longue. J'espère qu'il y en aura une, potentiellement avec Tofir Awad, qui vont probablement être, j'espère, va amener beaucoup plus de fluidité dans la narration. Ouais, ce qui se passe, c'est que le film, déjà, il dure 3h30. Oui, il dure 2h46. 2h46. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très long déjà pour aller au cinéma. Oui. Donc peut-être qu'ils ne voulaient pas faire un film de 3h30 parce qu'il y a des films comme Oppenheimer, ça ne marche pas. Donc voilà. Si je retourne au Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé que le Seigneur des Anneaux, les versions longues, étaient moins longues que les versions courtes parce que oui, on comprend des trucs. On comprend mieux ce qui se passe. Oui, on est d'accord. Il y a des ellipses qui ne sont pas là et du coup, on ne saute pas du coq à l'âne d'une scène à l'autre. Ouais, en faisant plus court, on fait plus long. Oui, c'est connu. Les visuels. Il y a des visuels époustouflants. Ça, on va pas retirer ça à Denis Villeneuve. Alors, Denis Villeneuve, c'est son 3e ou 4e film de science-fiction. Il devient le temps de science-fiction, le cinéma, incontournable, j'ai l'impression, actuellement. Oui, alors, il rivalise avec Christopher Nolan, sauf que je n'aime pas du tout Christopher Nolan, mais c'est une autre histoire. Mais il fait pas la science-fiction, Christopher Nolan. Tenet, Interstellar, etc. C'est quand même Inception va fleurer du côté de la science-fiction. Ouais, mais je le mettrais pas de thème science-fiction. Parce que, en tout cas, le premier film de science-fiction qu'a fait Denis Villeneuve, c'est Arrival, qui a été traduit par Premier Contact, qui est un film qui se passe de nos jours avec une arrivée d'extraterrestres. Oui. Donc, est-ce que c'est de la science-fiction ou non? Oui, parce qu'ils apprennent de la technologie. Oui, mais si tu veux, c'est de nos jours. C'est pas un film qui se passe dans un lointain futur avec des vaisseaux spatiaux. Oui, non, mais pour moi, science-fiction, c'est que dès qu'il y a une nouvelle technologie. Enfin, bref. Okay. Ensuite, il y a eu Blade Runner 2049, que moi j'ai adoré, mais qui a eu un succès assez mitigé en salle parce que, justement, il était très long et très lent. Globalement, Denis Villeneuve n'est pas un réalisateur de films d'action. Globalement, non. Il va réaliser potentiellement des thrillers, il va y avoir du suspense, il peut y avoir de la tension, de l'action et du rythme, c'est pas son truc. En tout cas, il l'a pas encore prouvé. Et vas-y, ouais. Et dans les visuels, en fait, j'ai trouvé que surtout chez les Harkonnen, et en particulier le design des moissonneuses, le design des scaphandres, le design... T'as pas aimé les scaphandres quand ils volent là comme ça? Si. J'ai pas dit. On retrouve énormément de codes visuels qui étaient dans Arrival, dans la civilisation extraterrestre qu'ils rencontrent. Et c'est vrai aussi bien au niveau de l'image. Les feux d'artifice qu'on a sur la planète des Harkonnen, sur Gidi Prime, ressemblent aux volutes d'encre avec lesquelles écrivent les extraterrestres les symboles. Et on retrouve des formes qui sont beaucoup dans des ovoïdes, jamais les formes de scaphandres étranges qui donnent des corps étranges et aliens aux Harkonnen, en fait. D'accord. Non, ça, j'avais pas vu ce lien, mais en plus, tu vois, comment ça s'appelle, dans Premier Contact, Alors, oui, ça c'est un spoiler de Premier Contact. On a dit qu'il y avait plein de spoilers. Non, mais ça, il faudra peut-être le couper. Parce que Premier Contact pour moi, reste le chef-d'œuvre absolu de Denis Villeneuve, qui est pour l'instant inégalé. Il y a énormément aussi de sons qui sont empruntés à Premier Contact. En particulier, le son toujours des marches avec les scaphandres, des bruits assourdis. Moi, j'entendais les extraterrestres taper à travers la glace que tu as dans... Il y a une bande-son très étrange aussi dans Premier Contact. Dans Dune, pour tous les sons qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait tout ce qui est... Ils ont fait en sorte de faire des sons très communs. Ils ont utilisé des trucs très communs. Oui. Par exemple, c'est un ronronnement de chat plus un truc qui fait le bruit de l'ornithoptère. Ils ont fait des bruits communs pour tout ce qui était extraordinaire. Et tout ce qui était normal, comme le sable, ils ont fait des bruits hors du commun. Et c'est ça qui fait cet effet qu'on est dans une planète extraordinaire, mais qui tout nous paraît commun. D'accord. C'est l'interview du sound designer est juste incroyable. Oui. Hein, Et en fait,
ça renforce, pour moi, la sensation d'étrangeté qu'on a, cette proximité avec Premier Contact et des sons des extraterrestres, même quand ils interceptent des messages des Harkonnen, en fait, on a l'impression d'entendre les extraterrestres de Premier Contact échanger. Il y a beaucoup de similitudes là-dessus, ce qui est très fort. Donc la musique de Dune est très funeste, c'est très destin inéluctable, ce qui est le cas de ce que raconte l'histoire. C'est pas joyeux. Hein. C'est pas joyeux. En revanche, moi j'ai trouvé que, et on rejoint le fait que Denis Villeneuve n'est pas un cinéaste de films d'action, il n'y avait aucune musique qui soutenait une action épique. Et en fait, cette musique manque de souffle épique. En particulier, la scène d'attaque des Verts sur la scène finale, la scène de duel avec Feyd-Rautha, il n'y a absolument aucune musique notable. Et ce qui fait que ces scènes ne sont pas mémorables en termes de points d'orgue dans le film. Il n'y a pas, et je vais étendre ça, je trouve qu'il n'y a pas de point d'orgue dans le film. Alors moi, je suis pas d'accord. Et pour moi, la scène qui est le point d'orgue et qui résume toute l'histoire en même temps, c'est la scène où il y a la conférence de tous les Fremen. Dans le sud. Il avait enlevé sa bague de Duc. Là, il remet sa bague en disant, pour redire vers quelle allégeance, ce qui n'était plus Fremen. Là, il redevient Atréide et il commence et là, il prend le rôle il prend le rôle du Messie. Et il commence à faire toute cette scène où il convainc peuple par peuple, enfin clan par clan, parce qu'on a l'impression qu'il y a 4-5 clans, et il dit « vous voulez ça, vous ». Et ça, cette scène, pour moi, c'est un tournant majeur, et c'est la scène la plus épique du film. Alors, pour moi, c'est un… Je comprends ce que tu dis. Parce que on voit le changement, justement, de la raison au fanatisme, et maintenant, vous pouvez vous lever. Je suis arrivé, je suis le Messie. Enfin, oui, mais c'est un épisme qui est très cérébral. Oui, mais moi, j'ai aimé ça. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui reste très cérébral. Toi, c'est une scène qui t'a touché du point de vue de ce qu'elle signifiait. Je trouve qu'il n'y a aucune scène qui prend aux tripes. Ce que je vais appeler souffle épique, c'est t'es dans la salle, t'as une montée d'adrénaline et tu fais Rah! Ouais, mais moi, j'aime pas ça dans les films en général. Donc après, c'est des goûts. Tu peux avoir ça. T'es quand même sur un scénario de vengeance et de payback, de vengeance. Il n'y a aucune scène où tu vas être satisfait par ce qui se passe, en fait. Ouais, en vrai, même quand il meurt, comment s'appelle Elvis Presley, je me rappelle plus son nom, Feyd-Rautha, bah, tu t'en fous en vrai. Oui, mais même quand le baron meurt, il dit merci beaucoup. Enfin, je crois qu'il lui dit même merci, c'était un beau combat. Tu t'es bien battu, Atreides. Parce que c'est l'écho du duel qu'il y a eu sur Gedi Prime où il s'est battu contre un Atreides. C'est la même réplique. Voilà, mais du coup, il y a ce rythme, mais il manque le punch, je suis d'accord. Oui, moi je trouve qu'il n'y a aucune scène punchy. Je ne cherche pas un film d'action, je cherche à être pris aux tripes. Et là, tout le film te prend au cerveau. Bah moi, ça m'a pris au triple, la scène. D'accord. Pour le coup, moi, c'est parce que. Mais moi, je mets une grosse responsabilité sur la musique. Où je trouve que la musique souligne bien les passages intimistes, et souligne bien un côté funeste, mais ne souligne pas l'action, en fait. Et c'était déjà le cas du premier film, où la bataille d'Arrakeen, où les Atreides se font raser. Je trouve que la musique qui a été choisie à ce moment-là est juste inaudible. Elle est désagréable. Et elle n'est ni tragique, elle n'est pas tragique, il n'y a pas de musique adaptée à ces moments-là, en fait. Ouais, sûrement. Donc tu as la petite musique du désert, tu as les voix tribales, etc. C'est extrêmement bien. On est dans l'univers. On est dans l'univers. Mais il manque le punchy, ouais, je peux l'avoir. Et il fait aussi le choix de ne pas avoir des musiques différenciées, comme tu pourrais avoir de musique thématique sur un thème Harkonnen, un thème Empereur, un thème Atreides, comme Star Wars. Ou comme la musique de comment s'appelle Wonder Woman. On se rappelle la musique de Wonder Woman quand elle arrive en scène. Oui. Oui, non mais oui. J'en ai un exemple de musique. Mais pour moi, un des exemples les plus marquants, c'est vraiment Star Wars, où chaque personnage et chaque thème va avoir une musique qui lui est associée. Là, il n'y a pas du tout ça. Et pour moi, c'est une erreur. Et je trouve que c'est incompréhensible, parce que à l'inverse, la musique de Premier Contact était extrêmement soignée, à la fois dans l'étrangeté
Elle a été faite par 2 compositeurs. Un des compositeurs, c'était Max Richter, qui a fait des musiques extraordinaires de la série Leftovers, donc de ce film, et qui a fait des albums solo, etc. Et qui était une musique extrêmement nostalgique, extrêmement forte, et qui justement soulignait les passages du film. Et là, on a l'impression que il a investi tout dans ces musiques tragiques, et que ça lui a suffi, et qu'il a fait l'impasse sur le côté action de son film. Ouais, mais je pense que tu as raison, parce que je pense que la scène, justement, avec des réunions syndicalistes des Fremen, là, s'il y avait eu une musique plus. Peut-être que tu aurais perçu la scène plus comme moi je l'ai perçue. Oui, pour moi, ça parle à ta tête. Enfin, moi, ça parle à. Tout le film parle au cerveau, il parle pas aux tripes et il parle pas au cœur. Il reste assez froid, mais je dois dire que le livre est assez froid aussi. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas une fidélité au livre de faire ça? Parce que le livre, vous avez la première partie qui va être très politique et sur l'extermination des Atréides, et la deuxième partie qui est assez rapide sur le résumé, on vous l'a fait. Hein, c'est plus simple. Le livre est plus simple que le film, parce que vous n'avez pas cette opposition raison-intégrisme, vous n'avez pas cette opposition nord-sud, vous n'avez pas Fedrota qui vient sauver la mise de Rabanne, vous avez directement l'empereur qui intervient pour établir la production d'épices et qui se fait piéger par Paul. Paul, au passage, donc on ne voit pas trop la différence entre j'ai bu l'eau de la vie avant-après. D'ailleurs, la scène, juste pour info, la scène où il va chercher l'eau de la vie avec le verre, je trouve cette scène juste visuellement incroyable. Ouais. Enfin, alors ça respecte bien le livre. Non, mais visuellement, quand même, tac, tac. Enfin, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Et en fait, Paul a des visions parfaites de ce qui se passe, a vu la tempête s'abattre sur le désert et déclenche les atomiques pour détruire la barrière du bouclier et des montagnes pour que les vers attaquent, en prévision aussi de la tempête qui va aveugler toutes les troupes au sol. D'accord. Et on le voit pas dans le film. Ça. Alors, il y a juste une phrase qui dit la tempête arrive comme Paul l'avait prédit, comme Mouad'Dib l'avait prédit, mais c'est une phrase. Oui. Et justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand tu m'avais expliqué tout le livre. Enfin, quand on avait. Ouais. Parce que du coup, quand j'entends cette phrase, je sais que c'est une vision. Oui. Alors que si tu m'avais pas expliqué, j'aurais pas compris que c'était une vision. C'est en ça que je trouve que Paul est entre guillemets nerfé par rapport au livre. C'est que c'est facile de dire ce qu'il aurait dû faire, mais on a très peu de vision de Paul. Et en particulier. Et on en a qu'une. En vrai, on en a qu'une en boucle. Oui, c'est celle de Jessica et des millions de morts qu'il va faire. Et en particulier, après son ingurgitation de l'eau de la vie, il n'y a plus de vision. Il n'y a plus aucune vision de montrer. Alors que c'est le moment où ces visions sont les plus claires. Ouais, et ça, c'est pour moi un raté. Donc, en conclusion, je trouve que le film dure 10 minutes de plus que le premier. Je crois que le premier c'était 2h35, là c'est 2h46. Il faut éliminer le générique de fin, etc. Par son découpage et son temps qui passe de manière un petit peu irrégulière, moi il m'a paru beaucoup plus long. Il m'a paru beaucoup plus long aussi parce qu'il est plus orienté action, et malgré tout, comme on l'a dit, moi je suis moins porté par les scènes d'action. Ouais, moi j'aime bien les trames politiques. Oui, en particulier toute cette scène sur Didi Prime en caméra infra, par ce choix graphique de noir et blanc, de décor, etc., j'ai eu l'impression d'être devant un Zack Snyder. Mais pourtant, Zack Snyder, lui, il avait fait en post-prod. Oui. Lui, là, il a fait un choix d'utiliser une caméra. Part, 300 de Zack Snyder moi j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était hyper graphique, c'était très innovant. Je trouve qu'aujourd'hui, Zack Snyder s'est enfermé là-dedans, puis aujourd'hui, surtout, il a commis depuis tous les DC Comics qui sont, je trouve, laids et stupides. C'est une opinion personnelle, mais tout ce qu'on dit est une opinion personnelle. Le fait de penser à Zack Snyder en regardant Dune m'a donné une impression négative, malgré le fait que je trouve que ces feux d'artifice en forme de taches de sang qui se répandent, c'est incroyable. Je trouve qu'il reste en bouche, ce film, longtemps après l'avoir vu, dans le sens où j'ai la musique néfaste, tragique, qui reste en tête pendant longtemps, j'ai les images qui restent en tête pendant longtemps. Mais par contre, j'irai pas le revoir demain. Voilà. Parce qu'il faut le digérer, quoi. Moi, concrètement, on me demande de le revoir demain, je dis
Non. C'est copieux. Maintenant, dans 6 mois, un an peut-être. Ouais. Mais c'est vraiment parce Et que moi- juste j'en ai trop, quoi. Et par contre, si demain on me dit il y a une version longue qui dure 4 heures, ça j'y vais. Ouais, parce que comme ça, Parce que je comprendrai veux mieux. voir tout ce qui m'a manqué en fait. Est-ce que tout ce qui m'a manqué, il serait? Ouais, et juste pour info, Zack Snyder, Denis Villeneuve, c'est le film sur lequel il travaille depuis le plus longtemps, parce que quand il avait 14 ans, il faisait déjà les storyboards de d'accord. Dune. Et par exemple, j'ai vu dans une interview, il montre le storyboard de quand il a 14 ans de Paul qui monte sur le verre. Ah oui, alors les scènes. Oui, et cette on scène-là, parle de visuel époustouflant. La scène où Paul monte sur le verre est extraordinaire visuellement. et il a travaillé depuis qu'il a 14 ans. Ouais, mais par contre, je ne sens pas la peur de Paul. Paul avait eu des visions de sa mort aussi pour cette Mais ça, scène-là. on l'a pas vu. Et en fait, comment dans le premier film, de David Lynch, comment il traduit cette peur? Il y a la litanie de la peur, la peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. Plus d'une fois dans le film et dans le livre, Paul récite ça pour se calmer et en particulier, il attend le verre en récitant ça. Et il suffisait, à scène égale, caméra égale, d'avoir cette voix qui dit ça pour faire comprendre qu'il a peur. Là, il dit nothing fancy, je ferai rien d'extravagant. Puis il y va, et puis t'as l'impression que c'est John Wayne, quoi. Honnêtement, on a l'impression que c'est facile. Oui, Moi, j'ai l'impression que moi, je pourrais y arriver. C'est peut-être le quiz accéléré qu'il faut. Mets ta main dans la boîte. Ah non, mon verre. Tu vas aller dans la boîte. Voilà, donc c'est un film à voir, c'est sûr. Pour l'instant, je vais pas le revoir. Voilà. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est à couper le souffle. Là où tu vois du sable, imagine de l'eau. Si tu plonges, tu peux même pas toucher le fond. Tu plonges dedans? Ouais, ça s'appelle nager. Je te crois pas, arrête. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être. La fin de la maison Atréide. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Et si Paul Atréide était toujours en vie? Est-ce que t'as déjà rêvé de ta première chevauchée? N'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Tu es courageux, on le sait tous. Va au plus simple. Va au plus direct. Pas de fantaisie. D'accord, je comprends. Pas de fantaisie. Tu ne me perdras jamais, Paul Atréide. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. Que ta dague se brise en 1000 morceaux. Ça vers des sables, il est pas content. Ouais, mais là, c'est une vidéo dédiée au film. Il a autant de bruit. Tu veux que je le mette dans la chambre? Non, mais là, c'est parce qu'il a mal au bide, en fait. Il a quoi? Il a mal au bide. Ah, je peux pas l'aider.